Donc je suis en compagnie de Didier Olé-Nicole. Salut Didier. Salut Cyril, salut les Orléanais, Exactement, ça fait plaisir de te revoir en tout cas. c'est gentil, moi aussi. Donc Didier, on va faire une interview sur toi, sur ton passé de joueur, d'entraîneur, et puis peut-être nous parler de ton avenir. Donc Didier, tu es né le 2 septembre 1961, donc tu as 58 ans. Tu es né à Belley dans l'Ain. C'est ça, c'est bien ça. Je suis né dans l'Ain, j'ai vécu dans ma région, j'étais au Savoyard, je suis d'Annecy, mais mes grands-parents étaient à Belay et du coup, j'étais en voyage chez mes grands-parents quand ma maman a accouché et voilà pourquoi je suis né à Belay, mais autrement, je suis un Haut-Savoyard. Donc on te connaît entraîneur, Didier, tu as fait quelques clubs, mais les gens le savent peut-être pas, mais tu as été joueur avant, joueur professionnel, un rugueux défenseur. Tu as joué à Angers et tu as joué à Chambéry, à Raon-l'Étape également. Donc je voulais que tu nous parles rapidement de ce côté joueur. Ouais, j'étais un joueur à dominante défensive, soit défenseur central, soit milieu de terrain défensif. Je jouais dans l'ouest de la France, en Bretagne, parce que voilà, pour des raisons familiales, ma maman était partie là-bas. J'avais perdu mon père et donc j'ai commencé le foot en Bretagne. J'ai été de toutes les sélections de l'Ouest et puis je jouais à Auray, un petit club de DH. Et j'ai été en équipe de France, ce qu'on appelle scolaire, l'équivalent des U16, des U17 et des U18 maintenant. D'accord? Et avec mon équipe, on a été vice-champion d'Europe. Hein, donc, j'ai fait 2 championnats d'Europe en Espagne, à Huelva et à Birmingham et d'après en Angleterre, avec des garçons comme Yannick Stopira, qui lui enchaînera avec l'équipe de France A à la Coupe du Monde derrière. Donc, et après, cette carrière de joueur m'a amené, grâce à l'équipe de France, à signer au SCO d'Angers, parce que c'était le club le plus près de la Bretagne. Et après, le club a déposé le bilan et je suis retourné dans ma région d'origine, hein, donc la Savoie, Haute-Savoie, et j'ai joué à Chambéry. Voilà. D'accord. Donc les gens le savaient peut-être pas que tu avais eu un beau parcours aussi en tant que joueur. Donc ta carrière d'entraîneur-joueur, parce que tu as entraîné, mais tu étais joueur aussi. Donc là, je trouve que c'est une des plus belles lignes de tes clubs, parce que tu reprends Raon l'Étape qui est en promotion d'honneur et tu arrives à les faire monter en national. Ouais, ça a été mon vrai laboratoire. J'avais un de mes copains qui était là-bas. Je suis arrivé comme entraîneur amateur, hein, puisque les deux présidents avaient une boîte de promotion immobilière et cherchaient un directeur commercial. Moi, j'avais une maîtrise d'éco, donc voilà comment j'ai abouti là-bas. Et en même temps, j'étais l'entraîneur. Et comme j'avais une trentaine d'années, ben, je pouvais encore jouer à ce niveau-là. Donc j'ai joué pendant 2 ans. Donc j'étais joueur pendant 2 ans. C'était un club amateur. On a travaillé, on s'est structuré. Et puis effectivement, ça a été une très très belle réussite puisqu'on est monté cinq fois en 9 ans pour atteindre le championnat national et notamment des huitièmes de finale de Coupe de France où on avait éliminé Nancy, on avait éliminé Toulouse, où il y avait d'ailleurs Laurence Preslac qui jouait. Ah oui? Et on avait perdu qu'en huitième de finale contre Strasbourg, qui quelques matchs plus tard gagnerait la Coupe de France. Donc là, tu es resté de 1991 à 2000, donc de la PH à la nationale. Et puis après, te voilà arrivé à Valenciennes, où là, tu fais monter les clubs de suite. Le club est en CFA et tu les fais monter en national aussi. Ouais, ben là, on est monté 2 fois de suite. C'est M. Borloo qui était président, qui est venu me chercher. Il était copain avec Philippe Seguin, qui était le maire et le président d'Épinal, à côté de Raon. Il jouait en Ligue 2, il cherchait un entraîneur. Et Philippe Seguin lui avait parlé de moi, il me connaissait bien. Et voilà comment Jean-Louis Borloo est venu me chercher. J'ai entraîné à Valenciennes, avec des montées de CFA en national, national en Ligue 2. Oui. Donc ça a été vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Puis après, il y a eu l'appel du Sud et du Soleil, puisque j'ai été à Nîmes Olympique, Nîmes Olympique. en Demi-finale national de Coupe aussi. de France. Et là, une épopée magnifique en Coupe de France avec 4 équipes de Ligue 1 éliminées, Saint-Étienne, Ajaccio, Nice et Auxerre. Sochaux. Sochaux, ouais. Et on a perdu en demi-finale à Auxerre. À l'époque, il n'y avait pas le problème c'est la seule saison où Giroud avait fait changer le règlement. Et autrement, on aurait dû les recevoir. Et je pense que la porte nous était grande ouverte pour le Stade de France.
Donc il faut rappeler que Nîmes était en national et tu arrives en demi-finale de Coupe de France avec une équipe et un effectif de national. Hein. Exactement, ouais, une belle aventure. Après, tu passes à Châteauroux, tu fais aussi une saison à Châteauroux, direction Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand champion national, où là, parcours exceptionnel puisque tu es à la tête de l'équipe où vous êtes invincible pendant 27 matchs et le grade pour toi puisque tu es élu après par la suite meilleur entraîneur de Ligue 2 dans la saison 2007-2008. Ouais, ben, l'année nationale avait été fantastique. J'avais récupéré un groupe de post-formation. C'est ce qui m'a servi souvent après, notamment à Orléans, hein, les 2 années qui ont suivi le sauvetage. Hein, comment on a bâti notre équipe avec des garçons jeunes qui avaient des jambes, des garçons de post-formation. Des garçons comme Grougy, comme Marvaux, comme Mehdi Benassia, Poté, Yatabaré. Julien Cordonnier qui a joué également avec moi dans cette équipe-là. Et effectivement, on était monté tout de suite de national en Ligue 2 en battant tous les records. Et puis, dans la foulée, l'année suivante, en Ligue 2, on avait failli même monter en Ligue 1, parce qu'on avait fini quatrième. Ouais. C'était vraiment un fonctionnement. J'ai passé 3 années avec une organisation globale du club, avec un gros investissement des éducateurs. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un président, et bien sûr, le meilleur président avec qui j'ai pu travailler, hein, qui est Claude Michy. Donc, je ne suis pas étonné qu'en étant quelqu'un qui est arrivé dans le foot comme ça, soit aujourd'hui à la tête des présidents professionnels, puisque voilà, c'est quelqu'un de très intelligent, très investi, et puis qui n'est jamais ingéré au niveau du sportif. Donc c'était une vraie belle aventure sportive et humaine. Donc tout travail mérite salaire. Donc du coup, tu fais de superbes saisons à Clermont et là, bah, c'est Nice carrément. Tu remplaces Antonetti à Nice en Ligue 1. Ouais, ben depuis 2 ans, j'avais des contacts en Ligue 1 grâce à Clermont, hein, grâce au parcours de Clermont et à mes joueurs. Et puis au Standard de Liège l'année d'avant. Et là, j'étais en contact avec Le Mans, avec Montpellier et avec Nice. Et puis, ça s'est très bien passé avec Monsieur Cohen et on s'est vite mis d'accord et j'ai signé. Il a racheté mon contrat à Clermont et j'ai signé à Nice en Ligue 1. Effectivement, c'était une belle récompense pour moi en tout cas. Donc après, direction à l'étranger où tu signes à Neuchâtel et à Limassol. Ah Est-ce ouais, que tu... parce que j'ai pas fini. Voilà, hein, j'ai eu un parcours très enrichissant et en général qui a été positif, mais le vrai échec, c'était à Nice, hein, puisque j'ai pas fini la saison. Et derrière, ben, le club de Neuchâtel était en première division suisse, en Super League, était dernier au bout de 10 matchs. Hein, le club avait 4 points. Et donc voilà, on a réussi à se sauver et puis à se qualifier pour la finale de la Coupe de Suisse. Derrière, ça m'a fait être contacté par Limassol, où j'avais amené Ousmane Sissoko, hein, qui a fait aussi les beaux jours de Orléans. Et on s'était qualifié pour l'Europa League. Donc vraiment une belle saison également. Après aussi une petite pige à Alger, en Afrique. Mhm. Et puis Rouen, donc Rouen, gros parcours à Rouen. Et puis moi je suis en contact avec pas mal de Rouennais. Et à Rouen, les gens t'ont beaucoup apprécié. Donc tu fais monter le club de national en Ligue 2. Rouen, c'était clairement un club de foot et avec des belles valeurs. Et là, le sort est tombé puisqu'il y a eu un souci avec la DNCG et le club ne monte pas. Alors que sportivement, vous pouviez monter en Ligue 2. Oui, voilà, il y avait un président, un avocat, M. Grand Turcot, qui avait repris le club. C'est lui qui m'avait fait revenir en France en me proposant un contrat de 3 ans pour essayer de faire à Rouen ce qu'on avait fait à Clermont. Il connaissait bien le parcours de Clermont. Donc, et au bout de la première année, j'étais sportivement sur le terrain en Ligue 2, mais malheureusement, on a repris l'année suivante au niveau de la préparation, au niveau pour se préparer pour la Ligue 2. Et au mois d'août, le club a été liquidé judiciairement. Donc voilà, un vrai écueil, mais c'est vrai que beaucoup de regrets, parce que Rouen c'était un vrai club de foot, une vraie aventure, l'écu rouge, des supporters merveilleux, et on avait vraiment une belle équipe avec des garçons comme Sissoko, comme Dugimon, comme Damien Da Silva, actuellement capitaine de Rennes. On avait vraiment une équipe pour je pense, faire
une très très belle saison. D'ailleurs, on avait joué en amical l'US Orléans en début de saison et à côté de Dieppe. Et on les avait battus, on a souvent parlé avec Thomas Renaud, on les avait battus 5-0 en préparation. Ah Donc oui, on était vraiment parti pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc avant de rejoindre Colmar et Orléans, on voit sur une ligne surprenante, le Bénin, où tu es resté quelques mois au Bénin. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure en Afrique? Ah ouais, ben j'étais libre. Ensuite, on a été liquidé judiciairement par rapport à la DNCG au mois d'août. Donc tous les clubs avaient leur entraîneur. Donc à partir du mois de septembre, octobre, il y a l'équipe nationale du Bénin qui m'a approché. Donc j'avais vraiment pas envie au départ, même si j'avais connu des aventures à l'étranger, en Suisse et à Chypre intéressantes. Mais j'étais vraiment vraiment déçu de ce qui s'était passé à Rouen. Donc j'étais revenu en France et on avait réussi. J'étais vraiment, j'avais pas apprécié ça. Puis à force de me draguer, j'ai été au Bénin et j'en garde aussi des très bons souvenirs parce que là, j'étais un peu en France, un peu au Bénin et j'ai lancé beaucoup de jeunes. Et c'était une aventure. La sélection, c'est différent et c'est un pays au niveau du foot magnifique. Donc on parle oui d'une sélection, hein, on ne parle pas d'un club au Bénin, c'est la Voilà, sélection voilà. du pays. Hein. Direction Colmar et l'Alsace. Euh, Pareil, explique-nous un petit peu ce club. Bah ouais, je suis arrivé. Bah, quand je suis toujours le problème de l'Afrique, c'est un beau pays, mais voilà, il y a souvent des problèmes économiques ou de règlement, donc ils me payaient pas. Donc j'étais revenu et libéré par la FIFA. Et puis comme ça a été le cas après avec Orléans, Colmar était dernier en national. Ils avaient besoin de se sauver, donc ils sont venus me chercher au mois de février. Et j'avais été libéré la semaine précédente par la FIFA pour pouvoir m'engager ailleurs. Et donc, j'ai fini la saison où d'ailleurs j'avais lancé dans cette période-là Hichem Benkaïd, qui est un jeune joueur de Colmar qui joue en réserve. Et on s'était sauvé sur les 10 derniers matchs. Et puis, on a enchaîné sur une belle saison l'année suivante, sur le plan sportif, où on avait bâti une belle équipe. Et malheureusement, c'était la période noire, puisqu'après Rouen, il y a eu la même mésaventure à Colmar, puisque le club a été liquidé judiciairement et dépôt de bilan en fin de saison. Alors que ton objectif de maintenir le club a été réalisé. Il était atteint, ouais, c'est vrai. Donc te voilà à Orléans le 28 décembre 2016, donc tu succèdes à Olivier Frappoli. Donc Orléans est très très mal placé, dernier et bon dernier, bon mission quasiment impossible, quoique dans le football rien n'est impossible, mais te voilà à la tête de l'équipe et tu arrives à sortir Orléans de la panade quoi, et de maintenir le club déjà pour ta première année. Ouais, ça avait été une aventure phénoménale, hein, puisque quand je suis arrivé, on a perdu 4 joueurs, on devait recruter, on n'a pas pu recruter. On a perdu Jean-Eudes Daoulou le dernier jour du mercato, la veille du match de Brest. Dès que j'arrive, c'était pour travailler avec Julien Cordonnier. Le jour où je signe, il disparaît. On redresse l'équipe puisque sur 8 matchs, on avait pris 2 points de moyenne. Donc on était sorti de la panade. Et puis on a perdu à ce moment-là, au mois de mars, 4 points par la DNCG qui nous ont fait nous retrouver en difficulté. Et heureusement, il y avait un groupe qui avait été très, très, très bosseur, très solidaire, avec des garçons qui étaient revenus, hein, qui jouaient plus trop et qui étaient bien revenus dans la saison. Je pense à des garçons comme Thomas Renaud, comme Livio Nabab. Des retours aussi de garçons comme Boubi ou Ziani, qui n'étaient pas forcément très bien avant la trêve et qui se fait la cerise. Et puis, il y a des jeunes joueurs comme Ferris Ngoma ou Yannick Gomis que j'ai lancé et puis qui ont performé, qui ont permis à l'équipe de se maintenir au barrage, les merveilleux barrages contre le Paris FC. D'ailleurs, Gomis et Ngoma, ce sont des joueurs que tu as lancés. Effectivement, Olivier Frappoli ne les faisait pas forcément jouer. Toi, tu les lances dans le grand bain. Et puis aujourd'hui, on a Ferris Ngoma qui joue peu, mais qui joue en Ligue 1 quand même. Et puis Gomis qui joue à Guingamp, donc solide club de Ligue 2. Donc après, à Orléans, on retient forcément ta magnifique saison de l'année dernière. La saison la plus aboutie à Orléans, excellente place au championnat et puis des magnifiques parcours en Coupe de la Ligue et en Coupe de France, notamment contre Rennes où vous perdez contre le vainqueur et puis Coupe de la Ligue, ce magnifique match à domicile contre le PSG
où le PSG a tremblé, et plus que tremblé, parce que vous perdez que 2-1 dans un stade rempli. Explique-nous un petit peu cette épopée, ces souvenirs, Didier. Non, c'était une belle saison. On s'était sauvé. Là, il y a un an et demi avant, l'année d'avant, on avait déjà commencé à bâtir en rejeunissant bien notre équipe. Là, on avait trouvé un bon équilibre. Il y avait vraiment une bonne équipe, des garçons qui arrivaient à maturité. Hein, je pense à des garçons comme Monfray, comme Galon, comme Sissoko, bien sûr toute l'équipe, Le Couèche et autres. J'ai vu Quentin à ton émission il y a Le quelques coach, jours. Le le coach, Cuèche. est-ce qu'il va pas être content Ouais, ouais, mais c'est pas grave, il ne vous voudra pas pour ça, Bon. Quentin. Et comment, par rapport à cette aventure, oui, on avait fait une très belle série sur les matchs allés. On avait, sur 8 matchs consécutifs, on avait gagné 7, 8 et sur 7, on n'avait pas pris de but. Après, on avait enchaîné sur les matchs retour 14 matchs sans défaite, une seule défaite. C'était le quart de finale à Rennes. On avait trouvé une vraie équipe, une vraie organisation. Et puis, avec des larges succès à l'extérieur, 4-0 à Grenoble, 3-1 à Lorient, 4-1 à Valenciennes, etc. Donc, il y avait vraiment une équipe qui avait trouvé sa maturité. Et puis, effectivement, au milieu de ça, le 18 décembre, il y avait eu le fameux match contre le PSG. Donc, je pense que pour l'image du club, pour tout ce qui avait été fait, pour les souvenirs, c'était un grand moment. Et puis, effectivement, PSG qui était invaincu à ce moment-là, on les a poussés dans leur retranchement. Et à la 83e minute, entre l'égalisation de Joseph Lopi et puis le but qu'on a pris, leur deuxième but à la 83e minute, ça aurait pu inverser, effectivement. Oui, puisque vous avez vraiment tenu tête au PSG, vraiment, vraiment. Il faut savoir que Paris avait mis une très grosse équipe et vous avez, ouais, vous avez fait le jeu, rien fermé. Et les 10 dernières minutes, Paris a eu très peur parce qu'on voyait des centres incessants de Boubi ou Ziani, ça arrêtait pas. On s'est dit, il y en a bien un qui va mettre la tête, quoi. Mais bon, ça a pas marqué. Non, non, c'était vraiment. C'était une période très intéressante. D'ailleurs, il y a des idées. Il y a ce match de PSG, mais on avait trouvé. Les joueurs s'étaient approprié la formule. Il y avait un groupe très bosseur, très réceptif. Moi, j'avais trouvé l'équipe type avec des garçons comme Sissoko et Lecueche dans les couloirs. Ben Caïd devant voilà, qui avait franchi un cap. Je ne vais pas tous les citer, hein, mais on avait vraiment trouvé une équipe très cohérente. Galon, Galon, Monfray, derrière. Voilà, il y avait des vraies valeurs sûres, tout le monde avait son poste. Et un truc qui m'avait vraiment marqué, quand on avait perdu à Rennes en les mettant aussi en difficulté, ou en faisant un très bon match, 3 jours après, on allait jouer à Lorient. Et voilà, on avait beaucoup avec le staff, hein, que je tiens à saluer, que ce soit Cédric, que ce soit Bertrand, que ce soit Laurent, et puis le staff médical. On avait beaucoup travaillé sur le mental, sur dire les grandes équipes, les bonnes équipes, elles ne perdent pas 2 fois de suite. Et on avait perdu à Rennes et l'idée, c'était de dire à tout le monde, on va gagner à Lorient. Et l'équipe avait fait un très grand match 3 jours après Rennes, ce qui n'était pas forcément facile, hein, quand on se fait éliminer, et en gagnant je dirais, de la façon la plus logique. Mais c'était à l'image de notre équipe. On avait vraiment acquis une belle maturité. Et puis la saison suivante, cette saison en fait, hein, où on voit les départs, enfin les arrêts définitifs de Pierre Boubi, Karim Ziani, des joueurs d'expérience. On voit également le départ du gardien, Gauthier Gallon, qui était un excellent gardien, Adrien Monfray, Sissoko, Lequeuch qui s'en vont. Donc nous, supporters orléanais, alors je dis nous parce que je suis orléanais et je supporte Orléans pour les gens qui regardent la vidéo, on est surpris parce on voit les joueurs partir et des joueurs cadres de partir de tous les sens. Donc tu récupères une équipe d'Orléans amoindrie, en tout cas avec des joueurs qui n'ont pas évolué à ce niveau-là, un recrutement surprenant. Et tu es à la tête de cette équipe et la mayonnaise prend pas. Comment ça s'est passé? Ouais, tu en as perdu d'autres joueurs aussi. Hein. Tu en as cité Oui, beaucoup, mais certainement. des garçons comme Avounou, comme Jordan Tell, des jeunes joueurs qui étaient faciles à retenir, hein, parce qu'il n'y avait pas un gros intérêt de Rennes ou de Caen pour les garder. Donc non, moi je souhaitais vraiment travailler sur ce qui avait été fait depuis 2 ans et demi. Dans la continuité, j'avais dit au président et au directeur sportif que je souhaitais que 3 ou 4 joueurs confirmés à des postes bien précis, voilà.
et puis 2 ou 3 jeunes pour compléter. Après, il y a d'autres options qui ont été prises au club. Voilà, ça fait partie de ce métier. Et puis, je ne veux pas en parler dans la mesure où après, il y avait une équipe très, très jeune, très inexpérimentée, hein, puisqu'il n'y avait aucun joueur recruté qui avait évolué précédemment en Ligue 2. Donc, ça a été un choix du club. Donc, moi, j'étais que l'entraîneur. J'ai essayé de faire le mieux possible avec ce groupe, avec ces joueurs qui étaient pas dénués de qualité, pas des mauvais gars, pas des mauvais types, mais on était trop loin de la vérité du championnat de Ligue 2 et je pense que psychologiquement au niveau du vestiaire, on est passé trop vite du coq à l'âne d'une équipe très très bien organisée, solide, où tout le monde se sentait bien dans le vestiaire avec des sécurités, de la confiance les uns les autres, à une équipe très jeune et inexpérimentée. Et il y a eu une perte complète de confiance générale. Et donc, voilà, donc avec le staff, j'en retiens aussi ma part de responsabilité, parce qu'on a tous notre part de responsabilité. Donc pour finir avec l'UBS Orléans, est-ce que tu as quelque chose à dire aux supporters qui te regardent, aux dirigeants, aux bénévoles, quelque chose que tu voulais dire depuis peut-être longtemps, que tu n'avais pas eu l'occasion, ce qu'on t'a peu vu du coup sur les différents réseaux sociaux après ce départ. Voilà, tu as la parole, profites-en. Non, mais oui, j'ai été sollicité hein, d'ailleurs par toi, par France Bleu, par tout le monde. Non, mais j'ai pas voulu m'exprimer, ça sert à rien. On n'a pas eu les résultats escomptés, point barre, et voilà. Après, les raisons, on ne va pas les redire. Je pense que tout le monde les connaît, tout le monde sait comment ça s'est passé. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommageable tout le temps pour l'équipe, pour le club et aussi pour l'entraîneur, parce que c'est lui qui en subit les conséquences directes, mais bon, c'est la vie. Non, je tiens à saluer, j'ai travaillé 4 saisons différentes à Orléans. Une année de sauvetage inespéré, de bagarre magnifique, 2 saisons de construction avec une saison exceptionnelle, et puis une saison plus compliquée cette année. Ça fait partie du jeu et du métier d'entraîneur, mais par contre, que ce soit avec vous, les médias, avec les supporters, avec les dirigeants, la majorité des dirigeants et toutes leurs marques de sympathie et bien sûr tout le staff technique et médical. J'ai vraiment été très très heureux d'aller au stade tous les matins et de préparer cette équipe. Et je garde que des bons souvenirs d'Orléans. Bon, ok Didier. En tout cas, les supporters en l'année reparlent encore de toi, donc il faut que les supporters aussi passent à autre chose, parce que le football est ainsi, hein, c'est un monde impitoyable, on le sait. Mais effectivement, tu seras l'entraîneur qui aura accompli la plus grosse saison d'Orléans dans l'histoire du club, donc ça n'a pas de prix pour un club. Et on retient aussi quelqu'un de toujours disponible, malgré les résultats des fois négatifs. Tu avais toujours le petit mot pour les supporters, la photo ou l'autographe et quelqu'un de disponible et ça c'est agréable, c'est agréable en tout cas. Ok. Donc aujourd'hui Didier, tu es sans club, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce qu'une aventure à l'étranger, une équipe féminine, pourquoi pas, un club en Ligue 2, qu'est-ce qui t'attire? Est-ce que déjà tu es entre guillemets sur le marché? Est-ce que tu as envie de continuer déjà à entraîner? Je suis sur le marché, oui et non. Oui, oui, bien sûr, parce que je suis libre par rapport à Orléans et surtout parce que j'ai un goût d'inachevé de cette saison et je reste sur l'année précédente où j'ai vraiment pris mon pied et je pense qu'en partie avec le staff, j'avais mis ma patte sur ce club et sur cette équipe, donc je veux rebondir là-dessus. Donc bien sûr, j'ai envie d'entraîner. Après, aujourd'hui, la situation mondiale et bien sûr française par rapport au Covid-19, par rapport à toute l'incertitude et puis comment va se finir cette saison, quand est-ce qu'elle va reprendre, finir la prochaine. Donc tous les clubs sont dans l'expectative déjà de cette saison, donc en parlant de préparer la suivante. Donc c'est vraiment la boucle. Et c'est obligatoirement encore plus compliqué pour un entraîneur qui n'a pas de travail et par rapport à toutes les incertitudes qui entourent le football actuellement, sportivement et économiquement. Donc, mais bien sûr, j'ai très très envie de travailler, d'entraîner et j'espère entraîner en France parce que c'est mon pays et je l'aime. Ok.
Pour finir l'interview avec toi, Didier, je vais te poser des petites questions sur toi, où il faut répondre le plus rapidement possible, instinctivement, on va dire. Hein. Ok, allez. Ton plat préféré, Didier? Les cuisses de grenouille. Mer ou montagne? Mer. Un bon resto avec ta compagne ou plutôt un match de Ligue des Champions avec des amis? Un bon resto avec ma compagne. Ton film préféré? Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ou Ta Midnight musique. Express. Oui, c'est des beaux films. Ta musique préférée? J'aime toutes les musiques. À qui, J'aime beaucoup la musique. à qui as-tu envoyé ton dernier SMS aujourd'hui? À ma fille, il y a 20 minutes, juste avant que tu m'appelles, puisqu'elle m'a envoyé une vidéo de mon petit-fils. Football espagnol ou football anglais? Football espagnol. Le plus beau Au stade? niveau, au, ni- au Ah, niveau, au niveau de voir, parce que c'est ouvert, ça joue, et puis parce il y a Barcelone et le Real Madrid, donc j'adore. Et en tant qu'entraîneur, si j'avais pu entraîner dans un pays étranger à choisir, ça aurait été l'Angleterre. le plus beau stade où tu t'es rendu avec ton équipe en tant qu'entraîneur, c'est lequel? Au Parc des Princes. Quel est le club? Aujourd'hui, j'ai une baguette magique. Quel est le club que tu aimerais entraîner par-dessus tout? Un rêve. Barcelone. Barcelone. Bah écoute Didier, merci beaucoup pour ces réponses. Avec Merci, plaisir, Cyril. merci pour cette interview. Merci d'avoir accepté mon invitation déjà. J'en prie. Et puis bah bon confinement. Fais attention à toi, à tes proches. Et puis on t'attend au plus vite sur la pelouse. Et c'est gentil. Et moi aussi, hein, je souhaite plein de courage à tout le monde. Restez bien tous à la maison, protégez-vous bien. Et puis, il faut qu'on soit tous encore patients, solides, costauds, mentalement. Et puis, très raisonnables, parce que c'est un truc de fou qui est arrivé. Et tous ensemble, on gagnera. Donc, je me force de le faire et je compte sur vous. À bientôt Didier. Merci. À bientôt, Cyril. À bientôt, tout le monde. Salut, salut.